Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Comme vous avez pu le constater la semaine dernière, il n'y a eu qu'une seule vidéo sur la chaîne. En effet, j'ai repris le travail en présentiel, donc ce qui fait que je suis moins à la maison, donc moins de temps pour tourner des vidéos. Donc on va repartir sur un rythme de une vidéo par semaine. Si j'ai le temps, je pourrais peut-être vous en faire une deuxième, mais rien n'est moins sûr. Donc on va rester donc sur le rythme de une vidéo par semaine. Hein. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Donc, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il y a une pluie de coups de cœur dans ce point lecture. Alors, on va commencer par un roman qui n'a pas été un coup de cœur, qui n'a pas été une mauvaise lecture cependant. Hein. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais voilà, il n'y a pas eu le coup de cœur espéré. Donc, il s'agit de L'œil du chaos de Jean-Marc Desnos, publié aux éditions Tornada. Il est sorti le 8 juillet, donc jeudi dernier. Donc ici, alors si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, je vous ai déjà présenté des romans de Jean-Marc Desnos avec sa série, avec son personnage principal Alain Lambin, le chasseur de fantômes. Ici, on est pas du tout dans la saga Alain Lambin, on est plutôt dans un one-shot, et on est en Europe où il y a une canicule sans précédent, les rayons du soleil brûlent la peau plutôt que... Là, on ne parle plus de bronzage, on parle plutôt de saucisses grillées, hein, d'un gigantesque barbecue. On dépasse allègrement les 50 degrés à l'ombre, quand il y a de l'ombre, dans certains coins de l'Europe. Et on retrouve Théo, un jeune garçon de 17 ans, passionné de photos en France. Et il s'avère qu'il a bricolé un objectif pour pouvoir capturer la lumière de façon différente. Et il prend plusieurs clichés. Et au moment de mettre la carte mémoire dans son ordinateur pour visualiser les clichés, il s'aperçoit que tous les clichés qu'il a pris montrent une vision des lieux qu'il a pris en photo, mais 3 semaines plus tard. Et on peut dire que ce qui attend le monde 3 semaines plus tard n'est pas spécialement joyeux, étant donné que tout est en état de désolation absolue. Donc il commence à réfléchir, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Et il essaye, de par les réseaux sociaux, d'alerter l'opinion publique, il essaye d'alerter ses amis, il essaye d'alerter ses parents, personne ne croit, jusqu'au moment où tout part en quenouille, où les avions se mettent à dégringoler du ciel, à s'écraser sans tambour ni trompette. Bref, le chaos indescriptible s'étend sur la planète entière. Et là va s'engager un espèce de roman post-apocalyptique, survivaliste. Théo va être livré à lui-même dans ce roman. Il va devoir apprendre à survivre, à ne pas faire confiance à n'importe qui. Il va rencontrer un homme qui va l'aider dans cette survivance, si on peut dire. Il va se passer un certain nombre d'années. Il va survivre. Il va survivre comme ça. Il va tenter de se reconstruire petit à petit. Et alors, je vais pas vous raconter le roman parce qu'il est quand même assez court. Mais voilà, voilà. La grande passion quand même de Jean-Marc Desnos, c'est les fantômes. Hein, de par sa série d'Alain Lambin, je pense qu'on l'a tous très bien compris. Et ici, il y a quand même une petite touche de fantastique, à savoir que les personnes qui nous ont quittés ne sont jamais très loin de nous. Leur esprit est toujours plus ou moins près de nous et nous aide dans nos activités quotidiennes et dans notre vie de tous les jours. Et ici encore, Jean-Marc Desnos ne déroge pas à la règle. Et il nous montre un petit peu que le monde des esprits, même si tout part en quenouille dans le monde réel, eux, ils sont toujours bien là et ils sont toujours près de nous pour nous aider à traverser de nombreuses épreuves.
Alors, j'ai comment dire, c'est quand même assez, je sais pas, je suis mitigée sur ce roman. J'ai globalement, enfin, je l'ai dévoré parce que je voulais absolument savoir comment ça allait se terminer. Et j'ai refermé le livre et je me suis dit, ouais, bon bah tous. En fait, j'ai compris son message à la fin, mais je me suis dit, d'abord, il y a un des personnages qui en parle dans le roman. Voilà, on a déjà traversé la crise du Covid, parce que là, du coup, dans le roman, la crise sanitaire du Covid est loin derrière nous. Mais franchement, ce qui nous attend là-dedans, c'est encore beaucoup moins réjouissant. Parce ça n'a pas été joyeux hein, depuis 18 mois maintenant. Et franchement, ce qui nous attend dans le roman, c'est pire. C'est puissance 100, c'est puissance 1000. C'est c'est vraiment pas joyeux. Hein. Et je me suis dit, ouais, alors, est-ce que c'est est-ce que c'est le moment de lire est-ce que c'est réellement le moment de lire ce roman? Peut-être que oui, de par le message qu'il transmet, à savoir, est-ce qu'on pourrait arrêter de faire le con, de faire les cons avec les ressources naturelles de la planète? Est-ce que il serait peut-être pas temps de se poser et d'arrêter de se regarder le nombril et plutôt de penser collectif, à défaut de penser uniquement en individuel, parce que ce qui nous attend, c'est quand même le sort de la planète et notre sort à tous. Il est ça peut-être temps de penser un petit peu collectif. Et voilà, ce roman montre bien que le collectif, que le vivre ensemble est peut-être une solution à ce qui nous attend. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, parce que je me suis pas hyper attachée aux personnages malgré tout. Euh, voilà, je les ai suivis. C'est le personnage du monsieur là qui aide Théo à survivre et à une histoire pas facile. Il est profondément humain. Il aide beaucoup Théo malgré ses réticences. Et j'ai trouvé que ce personnage tire un petit peu son épingle du jeu, à l'instar du personnage principal de Théo. Je l'ai trouvé lisse, ce garçon. Je l'ai trouvé pas fade, mais trop lisse par rapport à ce qu'il vivait. Et voilà, pour moi, je me suis pas spécialement attachée à lui. Je me suis plus attachée à un des personnages secondaires plutôt qu'au personnage principal. Mais je vous encourage quand même à découvrir la plume de Jean-Marc Desnos, si vous ne le connaissez pas, par ce roman. Et je vous incite aussi à suivre sa saga avec Alain Lambin, toujours aux éditions Tornada. Je pense que vous passerez un très très bon moment. Ensuite, autre roman que je ne peux pas vous présenter en physique étant donné que je l'ai prêté à une de mes collègues. D'abord, je vais boire un coup. Voilà, un petit thé glacé saveur pomme, cassis, myrtille. Voilà, pomme, cassis, myrtille. Voilà, c'est frais, ça désaltère. Et en l'occurrence, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, je vous disais que je ne peux pas vous présenter le livre suivant en physique, étant donné que je l'ai prêté à une de mes collègues, mais je vous mettrai la couverture du livre ici. Et il s'agit des Chemins de la Liberté de Lisa Wingate, publié aux éditions Les Escales. Quand j'avais regardé un petit peu ce qu'il y a quand on a débuté le partenariat avec les éditions Les Escales, j'avais regardé un petit peu le catalogue et j'ai été tout de suite séduite par la 4e de couverture de ce roman. Ça se passe en Louisiane dans 2 temporalités différentes. Tout d'abord en 1875, peu après la guerre de sécession, où on fait la connaissance du personnage de Annie, qui est une jeune esclave qui a été volée à son précédent propriétaire pour être revendue à un autre propriétaire peu après la guerre de sécession. Et elle a été arrachée à sa famille, étant donné qu'elle a été volée. Elle a été arrachée à sa mère et à ses différents frères et sœurs. Et elle a été volée en même temps que sa tante et sa petite cousine.
et elles ont été revendues à un autre propriétaire. Et elle s'est rapidement retrouvée toute seule car sa tante et sa petite cousine ont été elles-mêmes revendues à d'autres personnes. Et du coup, Annie se retrouve toute seule, elle grandit dans cette nouvelle propriété, dans cette nouvelle plantation. Elle se lie d'amitié avec d'autres esclaves et le maître de cette plantation leur a octroyé un petit lopin de terre qui leur a promis en propriété pleine et entière à partir du moment où ils auront payé une certaine somme pour pouvoir acheter à la fois leur liberté et à la fois leurs moyens de subsistance. Et ils sont tout proches d'accéder à la propriété pleine et entière de ce lopin de terre, sauf que le bonhomme part pour un voyage au Texas et ne revient jamais. Du coup, il a complètement disparu et du coup, Annie est quand même assez embêtée parce que elle ne trouve personne qui puisse assurer la promesse faite par le maître de lui accorder ce petit bout de terrain. Et donc, un soir, elle surprend une conversation entre la fille de son maître, donc son ancienne maîtresse, qui est une peste finie, et une autre jeune femme, une autre fille, cette fois-ci illégitime du maître, avec une autre femme qui n'est pas son épouse légitime, n'est-ce pas? Et donc, du coup, il s'agit de la demi-sœur de sa maîtresse, et toutes les deux envisagent de partir sur les routes à la recherche de leur père, parce qu'elle aussi voudrait le retrouver afin qu'il puisse légitimer, si on peut dire, leur héritage, car il leur a également promis un certain nombre de choses. Et donc du coup, Annie trouve ainsi l'opportunité de partir avec elles deux sur les routes afin de retrouver le maître et pour que celui-ci puisse tenir la promesse qu'il a faite à ces trois jeunes femmes. Et on fait ensuite un bond au chapitre suivant, on fait un autre bond dans le temps, on est toujours en Louisiane, cette fois-ci en 1987, et on fait la connaissance de Benny, qui est professeur de collège, c'est son premier poste. Elle vient de se séparer de son compagnon, elle a très très peu de choses avec elle, très peu de meubles, et elle a emménagé, elle a trouvé un petit appartement, toutes ses économies donc sont passées dans la location de cet appartement, et elle n'a pas grand sou devant elle, et elle a hâte d'avoir son premier salaire justement pour se payer 2-3 bricoles. Et elle va très vite déchanter, hein, parce que les élèves de ce collège ont des difficultés scolaires assez prononcées, ils n'ont pas un goût démesuré pour les études, un respect plus ou moins élastique vis-à-vis du corps enseignant. Donc du coup, ces premiers temps en tant que professeur dans ce collège sont très 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 difficiles. Et au fur et à mesure, elle a quand même trop tombé sur des gens un peu sympathiques dans cette petite ville d'Augustine. Et elle va pas tarder à imaginer un projet scolaire avec ses élèves. Alors, même s'ils ont été surpris au départ, ça leur a plu et du coup, de fil en aiguille, ils vont aboutir à ce projet scolaire qui va être de mettre en lumière l'histoire de tous les habitants d'Augustine au sortir de la seconde guerre mondiale, n'importe quoi, de la guerre de sécession, de tous ces esclaves qui sont restés esclaves ou qui ont été affranchis ou qui ont été enrôlés pendant la guerre, enfin bref, de toutes ces personnes qui peuplent le cimetière d'Augustine dans des tombes complètement anonymes. Et c'est un moyen de mettre en lumière ces personnes. Et les enfants, au fur et à mesure de leurs recherches, vont s'apercevoir que bon nombre des personnes qui occupent le cimetière sont rattachées peu ou prou
à leur arbre généalogique, et du coup c'est un petit peu de leur histoire à eux qu'ils vont mettre en scène. Et d'un chapitre à l'autre, on alterne entre les deux temporalités. J'ai adoré qu'est-ce que j'ai aimé ce roman, j'ai aimé tous ces personnages, j'ai aimé le personnage d'Annie qui n'hésite pas à se grimer en garçon pour pouvoir partir sur les routes avec ses deux compagnes de route. J'ai beaucoup aimé j'étais admirative de son abnégation à retrouver sa famille malgré toutes les années qui ont passé, malgré les embûches, malgré le peu de renseignements qu'elle a. Elle n'a jamais perdu espoir de retrouver sa famille. Et au fur et à mesure de leur route, ils ont découvert un espèce de réseau social à l'ancienne, ce qui s'appelle les Amis perdus. C'était des publications faites par des Noirs, des anciens esclaves qui recherchaient leur famille. Alors ils disaient, voilà, j'ai été acheté par tel maître, on a vécu dans telle plantation, je recherche ma mère, je recherche mes frères et sœurs, je recherche mes cousins, je recherche mon oncle, je recherche ma tante. Bref, je recherche ma famille. Si vous les avez vus, si vous savez où ils se trouvent, merci de contacter le père machin à l'église de machin. Et donc du coup, toutes ces publications sont publiées dans un seul journal. Et en fait, on découvre que par le biais du roman qu'un certain nombre de personnes ont retrouvé leur famille grâce à ce réseau des amis perdus. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique de nous faire découvrir ça par le biais d'un roman. J'ai beaucoup aimé aussi la partie plus actuelle en 1987 avec Benny et ses élèves. Malgré des débuts un peu compliqués avec ses élèves, finalement, elle arrive à nouer une certaine complicité avec ses élèves. Je trouvais ça particulièrement touchant. Il y a des moments très drôles, il y a des moments très émouvants. On passe par toutes sortes d'émotions dans ce roman, et la plume de Lisa Winget vous emmène dans cette région des États-Unis, dans cet État des États-Unis, et on s'aperçoit encore qu'en 1987, le racisme et la ségrégation étaient encore présentes. Était encore particulièrement ancré dans cet état où l'esclavage a perduré pendant de nombreuses années. Et on voit encore à l'époque actuelle, encore en 2021, on sait encore que le racisme est encore bien implanté aux États-Unis et pas seulement en Louisiane. Voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de cette autrice. Je pense que je vais me procurer incessamment sous peu Les Enfants du Fleuve, qui sont son premier roman traduit en France et qui est paru aux éditions Pocket, donc idéal pour les vacances et pour l'été. Vous pouvez vous le procurer en édition de poche. Et je pense que je vais rapidement lire ce récit parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. Elle décrit voilà le quotidien. Le quotidien, c'est de ces personnes qui ont été esclaves et sans tomber dans le pathos, sans tomber dans la caricature, sans tomber dans le tragique. J'ai trouvé ça très fin, une plume très fine, une description très réel, qui reste ancré dans le réel, mais qui fait la part belle aux sentiments des gens. Et j'ai trouvé ça très très chouette. C'est vraiment un énorme coup de cœur, un coup de cœur que j'attendais pas sur ce roman. Je savais que en lisant la 4e de couverture, ça allait me plaire, mais je pensais pas que j'allais être emportée à ce point par ce récit et par la plume de cette autrice. Je vous conseille grandement ce roman. Il s'agit du premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur que je n'attendais pas non plus. Il s'agit de Steam Sailors, le tome 1, L'Héliotrope de E.S. Green, publié aux éditions Gulfstream. J'ai lu ce roman dans le cadre du PLIB. C'est un roman qui fait partie des 5 finalistes. Et vous savez, des fois, quand vous commencez un roman, dès les premières pages, vous vous dites « Ah ouais, ça va le faire, ça va être chouette et tout ». Et ici, dès le prologue, je me suis dit « Ah ». Putain, ça va être bien, ça va être bien. Il y a tout ce que j'aime. Il y a là-dedans, voilà, on est dans un monde, dans un monde imaginaire, dans le bas monde. Alors il y a deux choses. Il y a le bas monde et le haut monde. Dans le bas monde, et il y a eu une grande fracture. Alors
Avant la grande fracture, régnaient les alchimistes avec leur monde de magie et tout. Et après la grande fracture, on a un monde industriel où il n'y a plus de magie, où toute référence aux alchimistes a été complètement détruite, et on rencontre la jeune Prudence qui est une orpheline. Elle grandit dans un orphelinat, et elle est un peu paria dans cet orphelinat, car elle voit l'avenir dans ses rêves. Elle est ce qu'on appelle une irrégulière. C'est voilà, les irréguliers, ils ont un espèce de reliquat de pouvoir de l'ère des alchimistes, et ils sont très mal vus dans le bas monde. Donc elle sort de l'orphelinat, elle est employée par un médecin qui voit en elle une jeune femme qui a soif d'apprendre, qui est somme toute assez érudite, assez autodidacte par elle-même, et il va lui apprendre l'art de guérir. Il va l'apprendre en tant qu'apprenti, et elle va découvrir toutes les ficelles pour pouvoir soigner les gens. Et un soir dans le village est attaqué par des pirates qui vivent, eux, dans le haut monde. Là, vous avez une représentation de l'héliotrope qui est leur navire. Donc vous avez comme un fameux 3-mâts, mais avec un ballon dirigeable qui leur permet de voguer dans le ciel. Et donc son village est attaqué par des pirates. Elle se fait kidnapper par les pirates et se retrouve à bord de l'héliotrope, où du coup ils la gardent en tant que guérisseuse, étant donné que leur médecin a mystérieusement disparu, mais on le retrouve rapidement et on comprend pourquoi il a disparu. J'ai trouvé ça extrêmement drôle d'ailleurs. Bon, pas pour le docteur, hein, parce que bon, le pauvre, voilà, mais c'est surtout la situation dans laquelle on retrouve le fameux docteur qui m'a beaucoup fait rire. Et donc Prudence est bon gré mal gré embarqué avec l'équipage de l'héliotrope. Il s'avère que les pirates recherchent un trésor inestimable, à savoir que je vous raconte pas de conneries. Oui. Ils veulent retrouver la cité perdue des alchimistes, et à ça, ils ont des clés qui sont des indices pour pouvoir retrouver cette fameuse cité perdue. Et Prudence va accompagner ses nouveaux compagnons de route, ces pirates, dans leur quête, car ils vont très vite s'apercevoir que c'est une jeune femme pas comme les autres, et qu'elle a l'avantage, si on peut dire, de lire l'avenir dans ses rêves. Et Prudence va ici découvrir et trouver une famille qu'elle n'a jamais trouvée nulle part ailleurs avec ses pirates. C'est un équipage qui est quand même assez haut en couleur, d'horizons complètement différents, mais ils forment une famille, un noyau dur. Ils ont tous une histoire différente avant d'arriver sur l'héliotrope, mais ils ont... à partir du moment où ils ont prêté allégeance à l'héliotrope et à son capitaine, ils ont laissé tomber leur vie antérieure, et ils se donnent corps et âme à ce navire et à son capitaine, et elle va très vite apprendre à faire partie de cette famille, et ils lui font rapidement sentir qu'elle fait partie des leurs, et j'ai trouvé ça très chouette. J'ai beaucoup ri, il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Qu'est-ce que j'ai aimé ça. J'ai tout de suite accroché au personnage, que ce soit celui de Prudence, que ce soit celui des membres de l'équipage, que ce soit Gareth, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Pétrus. Voilà, il se lie d'amitié avec une mouette. Qu'est-ce que j'ai ri, que j'ai ri avec cette mouette. Ils ont tous un rôle particulier dans ce roman, et je l'ai mais dévoré en une journée. J'avais qu'une hâte, c'était de me retrouver à un moment de tranquillité pour pouvoir continuer ce récit jusqu'à la fin, où on termine quand même. On a quand même grandement avoir envie d'avoir la suite. Et j'ai eu particulièrement le nez fin, parce que j'avais réservé le tome 1, et j'ai également réservé le tome 2, parce que je me suis dit, si ça me plaît, je voudrais avoir la suite tout de suite. Et grand bien m'en a pris!
grand bien m'en a pris car j'ai tellement adoré le tome 1 que je vais lire très 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 prochainement le tome 2. Je vais terminer ma lecture en cours et je vais me précipiter pour lire le tome 2 que j'espère être de même facture que ce premier tome. Et franchement, j'attendais pas du tout de coup de cœur. J'avoue que je vais être extrêmement embêtée au moment de voter pour le PLIB, car jusqu'à maintenant, j'avais mon chouchou favori, mais Steamseller, le tome 1, est pas loin de détrôner quand même. Donc je vais encore réfléchir, il me reste encore un roman à lire et j'aurai lu tous les finalistes. Et je pourrais voter ainsi en mon âme et conscience, mais j'ai tout aimé dans ce roman, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé l'héliotrope. L'héliotrope, c'est un navire, mais c'est quand même c'est du matos, c'est du matériel, mais c'est un personnage à part entière du roman. Et ça, j'adore quand c'est comme ça, quand tous les éléments de l'univers constituent un personnage à part entière. C'est génial quand c'est comme ça. Et quand vous savez, quand vous appréhendez un roman et que dès les premières pages, vous êtes emporté dès le prologue, et là vous vous dites, bah ouais, ça va le faire, quoi. Ça va le faire, et c'est un énorme coup de cœur pour Steamseller, l'héliotrope. Je vous encourage vivement à découvrir cette saga de fantasy. Ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu rappelé Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, qui est une fantastique saga de fantasy également, parce qu'on parle de piraterie, il y a des scènes d'abordage de navires qui sont d'anthologie. J'avais la musique de Pirates des Caraïbes dans la tête et la scène des combats dans la tête, c'était absolument prodigieux. Je me suis vraiment régalée à la lecture de ce tome 1. Je vous encourage vivement à découvrir cette série qui vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, si avec ça je vous ai pas convaincu, hein, je sais pas quoi faire d'autre. Je bois un coup, parce que mine de rien, ça fait quand même pas quasiment 26 minutes que je parle, et j'ai très soif. Ah, pu. Alors, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur. Il s'agit du dernier roman de Virginie Grimaldi, Les Possibles, publié aux éditions Fayard. Alors, j'ai toujours beaucoup apprécié les romans de Virginie Grimaldi, et celui-ci, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé là-dedans, et il traite quand même d'un sujet sensible, qui va être sensible pour un certain nombre de personnes, car il traite d'une maladie qui touche beaucoup de gens, une maladie qui a touché une personne de ma famille, donc évidemment, ça m'a rappelé des souvenirs des souvenirs pas nostalgiques, pas souvent hyper joyeux, mais du coup ça remet un certain nombre de choses en moi. Donc ici on rencontre Juliane qui est une maniaque du contrôle. Elle aime bien tout planifier, tout contrôler, il n'y a pas de place pour les surprises, il n'y a pas de place pour l'imprévu, et son quotidien se trouve quand même grandement bouleversé le jour où son père vient vivre avec elle, chez elle, à la suite de l'incendie de sa maison. Alors son père, il a toujours été un peu fantasque, il faisait fi un peu de toutes les conventions. Quand il avait envie de se déguiser, il faisait jamais rien comme tout le monde. Et ce qui a occasionné quand même de grands fous rires quand elle était petite avec sa sœur. Et un peu moins en grandissant, il faut bien l'avouer. Et au fur et à mesure de vivre au quotidien avec son père, elle s'aperçoit que il y a des petites choses du quotidien qui commencent un peu à faire défaut à son père. Il oublie des choses, il cherche partout sa carte vitale alors qu'elle est dans son portefeuille, il cherche son téléphone, il cherche son chargeur de téléphone. Il est convaincu que les oiseaux bouffent les cerises du cerisier dans le jardin alors qu'on n'est pas encore en période de fruitaison.
Ça n'existe pas, mais vous voyez le truc, quoi, le moment où il y a des fruits, où il y a des fruits sur l'arbre, et elle commence à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez son père. Et donc elle va l'emmener voir un médecin pour consulter. Et petit à petit, le diagnostic tombe. Son père est atteint d'une certaine forme de démence qui lui fait oublier un certain nombre de choses, de situations du quotidien. Et du coup, c'est très difficile pour Juliane. Et elle ne veut pas, laisser partir son papa, l'homme qui l'a fait grandir, l'homme qui l'a élevé. Elle ne veut pas le laisser partir et elle fait tout pour retenir son père. Et tout au long du roman, on va passer par certaines phases. Certaines phases de l'acceptation d'un certain... Quand on a quand on a un deuil, il y a l'acceptation, il y a le déni, on passe par certaines phases, le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation, et on passe du moins bon vers le bon, donc. Et ici, dans les possibles, c'est exactement la même chose. Juliane passe par différentes phases, et on va la suivre avec son mari, avec son fils, dans l'accompagnement de son papa dans la maladie. Et enfin, comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, on passe par toutes les émotions, on passe vraiment par toutes les émotions. Elle décrit des scènes complètement d'une cocasserie, d'une drôlerie. Je me suis surpris à glousser comme une dinde à la lecture de certaines scènes. C'était très très drôle, j'ai éclaté de rire, et la page d'après j'ai senti monter les larmes tellement c'était des scènes absolument émouvantes. Et comme je vous dis, ça a fait remonter un certain nombre de souvenirs. Ça m'a rappelé l'absence d'une certaine personne qui n'est plus là maintenant. Voilà, comme je vous dis, ça a fait remonter un certain nombre de choses. Ce roman parlera sûrement aux gens qui ont eu des personnes victimes de la maladie d'Alzheimer dans leur famille. Je pense que ça leur rappellera des souvenirs. Et ce roman montre aussi la difficulté des aidants, comme on les appelle, la difficulté des aidants vis-à-vis de cette maladie. Car des fois, les patients ne sont pas assez malades pour obtenir une aide, et des fois ils sont trop malades pour rester tout seuls chez eux, mais il n'y a pas de solution d'accompagnement. Et pour les personnes qui sont seules, c'est difficile, quoi. Pour les gens qui sont tout seuls, c'est difficile à gérer. Certaines personnes prennent leurs parents chez eux, tout en sachant la difficulté d'avoir une personne qui est perdue chez eux. C'est une surveillance constante de tous les instants. Le malade ne se rend pas compte de son état en plus, donc on peut pas le laisser tout seul. Et c'est très très bien, le quotidien est très très bien décrit dans ce roman-là. C'est aussi un encouragement pour ces personnes-là, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, et une dénonciation du manque de moyens effectifs dans la prise en charge de ces différentes formes de démence et de dégénérescence mentale. Donc il y a encore un grand chemin à faire là-dessus, et c'est très très bien décrit dans ce roman-là. C'est un de ses plus beaux romans. C'est un des plus beaux que j'ai lu. J'ai un énorme coup de cœur pour ce roman, pour cette autrice qui nous fait passer par toutes sortes d'émotions. C'est très très beau. Alors il y en a qui disent que c'est gnangnan, non, c'est pas gnangnan, c'est juste le quotidien, quoi.
c'est juste le quotidien de ce que certaines personnes vivent, romancé certes, mais c'est un message d'espoir dans l'humain. Ça nous permet de nous réconcilier un peu avec l'humain, avec nos concitoyens, et pour les personnes qui vivent ce que vivent Julian et sa famille ici dans ce roman, c'est aussi un message pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que beaucoup d'autres personnes vivent ce qu'elles vivent, et voilà, qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'il existe des groupes de soutien, et si on peut si on peut avoir une petite pensée pour eux à chaque fois qu'on lit ce roman, voilà, le job est fait. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un énorme coup de cœur pour les personnages, pour l'histoire, pour l'autrice, tout simplement, pour Virginie Grimaldi, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est des émotions là, voilà. Cette lecture va vous apporter beaucoup d'émotions, du rire, des larmes, de l'humour, de la réflexion. Voilà, je vous laisse vous approprier cette histoire, pousser la porte de la maison de Julian pour faire la connaissance de Julian, de Jean, son papa, de Charlie, son fils, et de Gaëtan, son mari, et de sa sœur Adèle. Je vous encourage vivement à partir à leur rencontre. Vous ne serez pas déçus, et vous passerez un agréable moment en leur compagnie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est voilà. Si vous vous demandez pourquoi il y a des plumes sur la couverture, lisez le roman, vous comprendrez pourquoi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, et de me dire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de discuter avec vous. J'espère que vous allez bien, donc que vous avez eu de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours très encourageant pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!